Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Merci de venir au Figaro Live, sur nos plateaux. Polytechnicien, énarque, ancien conseiller spécial à l'Élysée de François Mitterrand. Vous êtes président de la fondation Positive Planète. Vous êtes surtout un intellectuel au centre d'intérêts très divers. En plus d'avoir dirigé plusieurs orchestres à travers le monde, vous avez publié plus de 70 romans, biographies, pièces de théâtre, essais. Aujourd'hui, vous sortez chez Fayard Les Chemins de l'Essentiel, dans lequel vous livrez le panthéon personnel de vos lectures, musique, peinture, musée, que malheureusement on ne pourra pas tous citer. Alors Jacques Attali, comment fait-on? Les œuvres ne manquent pas, comment fait-on pour choisir ainsi? Il y en a beaucoup. Oui, mais pour faire le tri. D'abord, c'est en effet un panthéon personnel, mais j'ai essayé de faire quelque chose qui soit planétaire et qui soit, à mon sens, ce que chaque être humain devrait avoir la possibilité de connaître. Parce que ces œuvres sont essentielles à la formation d'esprit et au développement de l'intelligence, de la culture et même de la capacité à réagir au monde. C'est dans cet esprit que je l'ai fait en donnant aussi des techniques pour arriver à avoir envie de lire et de voir et d'avoir cette niaque qui est nécessaire à la curiosité. Et j'ai commencé par dire, dans chaque catégorie, roman, film, musique, œuvre d'art, j'en donne 10. Quand on aura regardé ces 10, on peut passer à 30 et puis à 100. Et à chaque fois, j'ai essayé de donner non seulement un titre, mais aussi une certaine incitation à la curiosité, avec une citation, un commentaire, même une interprétation pour toutes les œuvres musicales qui permet vraiment de guider le comportement. Et c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup à la fois, puisque à raison d'1 heure par semaine pendant toute sa vie, on les a tous. C'est ce que vous dites, oui. Alors, à l'heure des réseaux sociaux, vous regrettez qu'il y ait beaucoup de blabla, beaucoup de conversations, et donc vous parlez de culture et de cette notion d'essentiel. C'est quoi essentiel ? L'essentiel, c'est ce qui vous fout droit, ce qui vous bouleverse, ce qui vous rend différent, ce qui crée les conditions pour découvrir ce qui est en vous le plus grand, meilleur, qui vous prépare encore mieux au monde, parce que ça vous fait connaître le comportement des autres. Finalement, toute œuvre d'art, qu'elle soit un roman, un film, une œuvre musicale ou un tableau, c'est un récit. C'est toujours un récit. Même une œuvre musicale, c'est un récit. Et un récit, c'est une façon de vivre la vie des autres, puisque vous vivez par procuration la vie des héros du récit. Et donc à la fois vous vivez d'autres vies, ce qui est utile quand on sait qu'on est mortel, et en même temps ça vous prépare. Vous dites souvent, ça renvoie au fait qu'on est mortel. Oui, d'ailleurs une des raisons pour laquelle on refuse en général d'avoir accès à ces œuvres, c'est qu'on se dit inconsciemment ou consciemment, je les lirai un jour, je les verrai un jour. Ce qui est une façon de conjurer la peur de la mort en disant je ne peux pas mourir sans les avoir vus, au point même que certains ont le comportement absurde de dire je ne vais pas le faire maintenant puisque ce serait prendre un petit bout des tickets que j'ai sur la vie, ce qui est idiot parce qu'on mourra sans avoir lu tout ça si on ne décide pas de le faire. Oui. En même temps, vous dites que ça prend 1 heure par semaine et quand on lit tout votre livre, on se dit si on doit lire tout ça, il ne faut pas que je meure tout de suite quand même. 1 heure par semaine, ou si on a un peu moins de temps parce qu'on a avancé dans la vie, vous savez, c'est un plaisir. Tout ce qui est là, c'est du plaisir. Il n'y a rien qui est du devoir, il n'y a rien qui est casse-pied. Alors justement, c'est intéressant, c'est du plaisir, effectivement, mais vous dites que par moment, vous avez eu des difficultés à rentrer dans l'œuvre. Oui. Alors est-ce qu'on peut dire que la culture est accessible à tous ou est-ce qu'elle nécessite des qualités ? Non, elle nécessite un QI, non, pas un QI. Vous avez une mémoire, je crois, absolument formidable. Surtout pas de QI, absolument pas. D'ailleurs, le QI est une très mauvaise mesure de la curiosité et de l'intelligence. Oui, c'est rassurant. Voilà, très mauvaise mesure. La passion, la niaque, la curiosité, l'admiration, la capacité à admirer, la passion qui peut venir... vous pouvez entrer dans la lecture parce que vous êtes passionné par un sujet, peu importe lequel, et puis ça vous fait entrer dans d'autres livres, puis un livre vous en fait découvrir un autre. C'est pour ça que j'en ai donné à chaque fois 10 plutôt faciles, sauf à chaque fois dans les 10, j'en ai donné un difficile. Par exemple, dans la littérature, dans les 10, il y a un roman japonais pas facile, mais sublime. Dans la musique, dans les 10, il y a le 14e quatuor de Beethoven, qui est une œuvre magique, mais qui exige quand même de se concentrer, alors que toutes les autres sont très très faciles. Et puis progressivement, non, c'est à la portée de tous et de tout le monde, et c'est surtout pour chacun une condition pour être pleinement soi-même. Alors, cette culture, elle participe évidemment aux racines de l'homme et favorise la vie en commun. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que notre société est pas mal clivée, que parmi ces raisons-là, il y a l'éclatement de la famille et puis il y a aussi les ratés de l'éducation.
Alors, vous avez lancé Emmanuel Macron en politique. Quel est le regard que vous portez sur sa réforme de l'éducation, justement, avec tout ce que vous dites dans votre livre? D'abord, je dis dans le livre qu'il y a deux moyens prioritaires pour avoir accès à l'essentiel, c'est justement la famille et l'école. Oui. La famille est vraiment le lieu où, moi je rêve que ce livre, ou un livre de ce genre, soit entre les mains de tous les parents pour guider les lectures de leurs enfants. Et de même entre la portée de tous les maîtres pour guider les lectures, les films, les musiques qu'on n'apprend pas à l'école. Donc pour moi, l'école et la famille restent le cœur de l'accès à l'essentiel. Même si après, il y a d'autres moyens personnels quand on n'a pas eu accès par sa famille ou par l'école. Pour la question que vous me posez, moi je crois beaucoup que les réformes qui sont en cours en matière d'école vont dans la bonne direction, en particulier la première réforme qu'il a faite, c'est-à-dire le dédoublement des classes maternelles, qui est directement inspiré de la commission que je présidais, dont il était un des rapporteurs généraux, va dans le sens de ce que j'ai proposé. Beaucoup de réformes qui permettront de recréer des conditions d'égalité, de mobilité sociale qui sont tragiquement absents en France, me paraît aller dans le bon sens. Parcoursup, puisqu'on en parle beaucoup actuellement. Parcoursup, c'est d'abord la démonstration de ce que le bac n'existe plus, parce que la quasi-totalité des jeunes connaissent leur avenir universitaire avant même d'avoir passé le bac. Donc c'est une façon d'entériner le fait que le bac n'est plus le moyen de passer dans l'enseignement supérieur, ce qui était vrai. Donc c'est très bien ainsi. Alors il faut regarder le détail du logiciel, ce que je n'ai pas eu la possibilité de faire pour l'instant, pour voir s'il y a vraiment une égalité de traitement, en particulier des milieux défavorisés. Alors, la nécessité de mettre un code de laïcité à l'école, ça vous inspire quoi? Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que la laïcité est vraiment le cœur de l'école. Moi, je dirais même que je ne suis pas contre, je l'avais dit d'ailleurs déjà à plusieurs reprises, y compris dans le rapport de la commission dont j'avais parlé, je ne suis pas contre l'uniforme à l'école. Je trouve alors que là, c'est encore autre chose. Oui, absolument. Je ne suis pas contre, parce que c'est un élément de la laïcité, c'est un élément de la fierté d'appartenance, un uniforme différent suivant l'école. D'une meilleure intégration. Oui, je préfère un uniforme de l'école plutôt qu'une porte-parole de l'UNEF qui porte le voile. Je vois ce que vous voulez dire, oui. Alors, le général de Gaulle disait « La véritable école du commandement est celle de la culture générale. Elle permet de discerner l'essentiel et l'accessoire. » Quel regard portez-vous aujourd'hui sur nos hommes politiques ? Sur le terrain de la culture, de façon très générale, notre société préfère l'éphémère, on préfère le flux au stock. Donc les hommes politiques qui ont envie d'attirer la lumière préfèrent dire qu'ils connaissent Johnny Hallyday plutôt que de connaître Rameau ou Handel. C'est moins chic. C'est moins fun. Et ça attire moins le regard. On a cette obsession du nouveau qui est suicidaire. D'ailleurs, pour les politiques aussi, parce qu'ils meurent eux-mêmes. Quand ils aiment le nouveau, ils sont vite pris eux-mêmes que pour du nouveau et ils disparaissent avec le nouveau. Alors, autre question, les sujets d'inquiétude sur l'avenir du monde ne manquent pas, on le voit bien actuellement, les risques de guerre peut-être géopolitiques, les barrières commerciales, la montée du populisme en Europe. Vous qui avez été conseiller du Prince et qui êtes une conscience éclairée, quel est le sujet qui vous fait le plus peur ? Je dirais d'une certaine façon, ce qui me fait peur, c'est que tout le monde croit que le monde sera sauvé par les autres. Et donc, c'est pas la peine de s'en occuper, les autres vont s'en occuper. Le monde ne sera pas sauvé par les autres, il sera sauvé par nous. D'où, premièrement, l'importance de la culture, pour savoir ce qu'on a à sauver, d'où ce livre qui montre qu'il y a des choses qui méritent d'être sauvées. Ce n'est pas un arche de Noé avant le déluge, c'est tout ça, il faut le sauver. Et deuxièmement, l'importance de s'en occuper soi-même. La fondation que je préside, que vous avez la gentillesse de nommer tout à l'heure, nous avons lancé les États généraux de la planète, où 60 000 personnes à travers le monde ont convergé vers 20 propositions que nous allons porter au G20. Et nous demandons maintenant, en ce moment, à l'heure où nous parlons, un maximum de gens d'aller sur change.org pour signer cette pétition pour que ces 20 propositions entrent en vigueur. Et qui ne concernent pas que l'écologie. Non, une partie sur l'écologie, une partie sur l'école, sur la santé, sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, sur la taxe carbone. Il y a 20 propositions très fondamentales qui, si elles étaient mises en œuvre, et encore une fois, elles peuvent être mises en œuvre que si on le décide, et on ne peut le décider que s'il y a une vague, un tsunami de gens qui les soutiennent. Une démocratie participative, c'est ça ? Voilà. Absolument. Vous citez dans vos œuvres le rire, la notion de rire. C'est important pour vous, le rire? C'est fondamental. Le rire, je conclus même là-dessus. Citez-nous quelques œuvres d'ailleurs où vous parlez où il y a le rire.
Oh ben, en littérature, il y a Trois hommes dans un bateau, qui est vraiment un des romans les plus drôles de l'histoire de la littérature. Au cinéma, je citerai évidemment Mr. Smith au Sénat, qui est vraiment un chef-d'œuvre du film comique, mais il y en aurait tant d'autres qui font partie de cela. Et même en musique, il y a des choses qui... On peut éclater de rire en écoutant de la musique. Oh, ben, bien sûr, quand on écoute Éric Satie, morceau en forme de poire, on peut rire. Quand on écoute La Belle Hélène, on ne peut pas ne pas rire. D'Offenbach, qui est un des grands chefs-d'œuvre, trop décrié, mais qui est un chef-d'œuvre absolu. Même quand on écoute l'Ave Verum de Mozart, je pense qu'on doit rire à la transcendance qu'elle dit. Et donc vous riez souvent? Oui, c'est une hygiène mentale. Si je ris pas, enfin, je ne ris pas de façon forcée, c'est absurde. Oui. Mais il y a aussi une autre façon de rire, peut-être que j'écrirai un livre là-dessus un jour, ce sont les histoires drôles. Les histoires drôles sont une formidable façon de dire le monde, de raconter des petites histoires qui disent beaucoup de choses, et j'adore ça. Alors avant de vous quitter, donnez-nous, puisque les vacances approchent, donnez-nous un conseil, un livre à lire qu'il faut emporter pendant les vacances. Voilà, vous avez ri. Il faut choisir un livre dans la liste qui est là, faire son choix mais personnel. justement, lequel? Mais justement, moi je me refuse à choisir un seul, parce que sinon on va dire que tout ça n'est fait que pour un seul livre. Donc j'en dirais aucun. Je dirais, feuilletez cette liste et faites vous-même votre choix. Alors écoutez, vous allez me permettre de conclure là-dessus. Effectivement, on recommandera votre livre qui livre donc les secrets des élixirs de la vie. Très jolie formule. Et vraiment, on le recommande parce que soit on a lu les livres et on a envie de les relire, ou des œuvres d'ailleurs, on a vu des œuvres, soit on ne les connaît pas et on a envie de les redécouvrir. Et puis, je vous donnerai une mention spéciale également pour tous les anonymes que vous citez et qui méritent, leur œuvre n'est pas tombée dans l'oubli. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Jacques Attali. Merci.